tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101%. Au sommaire, la critique de Bridge Project, Money Shot et Indecis. Au Japon, on aime beaucoup la France, ça représente le raffinement, l'élégance, et donc utiliser la langue française, ça fait tout de suite très classe. C'est pourquoi on trouve plein de boutiques, de produits, des marques, des slogans avec des mots français, ça donne un côté exotique et distingué très vendeur. Enfin, sauf quand on comprend le français. On appelle ça le franc-poney. Aujourd'hui, on va analyser 3 noms, mais d'abord les news. Guacamelee, le Metroidvania indépendant cross-buy, cross-control, cross-save du studio canadien Drinkbox, est enfin disponible sur le PSN depuis le 10 avril. On achète donc le jeu une fois sur le PSN pour une douzaine d'euros et on peut y jouer soit sur PS Vita, soit sur PS3 ou les deux en même temps. Déjà, Guacamelee est un nom génial qui retranscrit parfaitement ce qu'est intrinsèquement le jeu. Un beat'em all délirant faisant la part belle au combat au corps à corps, situé en plein folklore mexicain. On incarne en effet un ou deux luchadores, des catcheurs mexicains iconisés à la puissance 10. Le titre étant jouable à deux en coop local sur PS3 via 2 manettes ou une manette et une PS Vita. En jouant à Guacamelee, on pense au film Nacho Libre avec Jack Black, mais aussi au dessin animé Cartoon Network du fait de l'esthétique très anguleuse des personnages. Sa direction artistique est d'ailleurs à tomber par terre et ne lésine pas sur les clins d'œil gamers. La qualité de ses animations nous renvoie également à des jeux cultes tels que Aladdin ou Earthworm Jim. Mais au-delà de son système de combat aussi complet que jouissif, Guacamelee est aussi un jeu d'aventure-exploration à la Super Metroid et un jeu de plateforme au challenge relevé. Après y avoir joué quelques heures, nos premières impressions sont ultra positives, malgré quelques bugs de finition et la sensation que le jeu pourrait s'avérer être un peu court. La critique complète du jeu sera de toute manière diffusée dans un prochain 101%. Timegate Studio, un développeur texan, n'a peut-être pas été très inspiré d'appeler son nouveau jeu Minimum. Déjà, c'est la galère pour retrouver le titre dans les moteurs de recherche, et ensuite, comment voulez-vous que les journalistes fourbus, en panne d'inspiration à 2h du mat, ne craquent pas pour finir par sortir des vannes du genre « mais il fait le maximum ». Pour le reste, ça a l'air plutôt séduisant. Ce TPS au look entre un jeu Lego et Minecraft veut adopter un modèle free-to-play. Une des particularités du jeu, son système d'armement qui fait que vous ramassez des power-ups pour vos armes qui gagneront jusqu'à 5 niveaux de puissance. Ceux-ci dureront jusqu'à ce que vous vous fassiez dézinguer par un de vos adversaires. Autre point notable, le fait que dans chaque équipe, un titan pourra venir épauler votre équipe. Les jouxtes meurtrières se dérouleront alors à l'ombre des deux géants, se mettant des torgnoles en plein dans les briques sans aucune pitié. Le développeur compte apparemment beaucoup sur le retour de sa communauté pour faire évoluer son jeu. C'est pourquoi depuis hier, une version alpha est disponible sur Steam par l'intermédiaire du programme Accès Anticipé. Donjons et Dragons et ses multiples univers sont toujours aussi porteurs pour les adaptations en jeux vidéo, et ça ne date pas d'hier. Dungeons & Dragons Tower of Doom et Shadow over Mystara sont deux titres arcade de Capcom sortis respectivement en 93 et 96. Une compilation réunissant les deux titres était déjà sortie sur Sega Saturn en 99, mais était restée cantonnée au territoire japonais. Aujourd'hui, c'est une compilation HD en dématérialisé qui sera bientôt disponible et rebaptisée pour l'occasion Chronicles of Mystara. Le joueur pourra à nouveau explorer le monde connu et les terres de Mystara dans un jeu d'arcade bien classique. Impossible de ne pas penser à des titres comme Golden Axe ou Magic Sword, les deux titres améliorant la formule en incluant aussi quelques éléments des règles du célèbre jeu de rôle. En plus du boost HD des titres, une fonctionnalité Drop-in Drop-out devrait permettre de trouver des compagnons de jeu en ligne jusqu'à 4 sans trop de difficultés. Le titre est prévu pour sortir courant juin sur les différentes plateformes de téléchargement. Tout d'abord, le nom d'une boutique, d'une boulangerie pour être précise, qui s'appelle Blé Grasse. Il y a le mot blé en référence à la farine pour faire le pain, et le mot grasse. Pas grâce, le féminin de gras, mais grâce comme la grâce, l'élégance. Mais même en voyant l'orthographe, pour moi, ça sonnait comme grasse, adipeuse, huileuse, et donc le nom me gênait un peu, je le trouvais pas très attrayant, pas très élégant. Enfin bref, c'est typiquement le type de combinaison qui n'a pas de sens, mais qu'on voit un peu partout sur les enseignes. Même en japonais, les deux mots ensemble voudraient pas dire grand-chose, à moins que le sens voulu à la base ait été blé élégant, mais qu'ils aient choisi un mauvais synonyme pour élégant. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est pas très classe de toute façon. C'est l'heure de la critique de Bridge Project, un jeu avec des ponts super classe par contre. En l'an 2000, un Californien nommé Alex Austin sort un petit simulateur de construction de ponts sur PC, Bridge Builder. Ce soft suscite un tel engouement qu'il crée une société, Chronic Logic, pour en faire des suites, cette fois commerciales. Bridge Project est le dernier né de cette lignée et représente le 5e jeu de création de ponts du développeur. Le titre propose 4 environnements différents, chacun pourvu de 12 niveaux. Chaque niveau demande de construire un pont capable de passer un test de charge pour le réussir.
Le joueur aura à sa disposition différents matériaux en quantité limitée, sachant que chacun aura un coût et une résistance différentes. Le bois et l'acier ne s'utiliseront pas forcément de la même façon. Une fois le matériau sélectionné, on peut le placer sur la grille de jeu. Par défaut, le programme utilise plusieurs raccourcis, faisant automatiquement la différence entre un segment de route et une structure de soutien. Mais les fans les plus hardcore pourront passer en mode expert. Ils définiront alors exactement quel segment de matériau ils voudront placer. Quand le joueur pense que son pont tient la route, il peut lancer le test de charge. Suivant les niveaux, des voitures, autobus, trains ou bien même des chars d'assaut emprunteront le pont pour traverser et il faudra bien sûr que la structure résiste. Les premiers essais sont souvent l'occasion de désastres spectaculaires. Mais il est possible d'activer des indicateurs visuels de stress des matériaux et l'on comprend vite comment renforcer ces structures. Sur la fin, même des tornades et séismes seront présents pour tenter d'abattre son ouvrage. Au début, on construira des ponts en bois. Puis le fer et l'acier seront disponibles et après des câbles et des câbles de tension permettront de tenir la charge. Certains niveaux demanderont de mettre en place des pistons pour créer des ponts levants qui s'ouvrent pour laisser passer des bateaux. Une fois le pont réussi, on est noté sur le coût final de l'édifice, le nombre de pièces utilisées et le poids total de l'œuvre, sachant qu'il est possible de se comparer aux performances des autres joueurs sur Internet. Le jeu proposera aussi un éditeur de niveaux et l'intégration de Steam permettra de télécharger facilement les niveaux mis à disposition par les autres joueurs. On sent qu'avec ce titre, le développeur a voulu franchir un palier dans le petit monde de la construction de ponts. Graphiquement, un réel effort a été fait. Cependant, à l'usage, le mode proposé par le jeu n'est pas très convaincant. Les tests de charge révèlent les limites graphiques du jeu avec des véhicules peu dynamiques. De manière plus gênante, l'interface de construction n'est pas vraiment agréable à utiliser et on sera souvent frustré pour arriver au résultat que l'on souhaite. Enfin, le jeu manque cruellement d'informations sur son fonctionnement. Les quelques pages de tutoriel disponibles ne donnent pas du tout d'explications sur le fonctionnement des pistons par exemple, ce qui est ahurissant. Bridge Project est un jeu vraiment curieux. La construction de ponts puis le test de son œuvre est un exercice à la base agréable. C'est après tout un jeu de puzzle avec des contraintes bien spécifiques. Mais il est dommage que l'on doive lutter avec l'interface pour arriver à ses fins. Le développeur semblant avoir trouvé son créneau, on ne doute pas qu'il sorte un jour le simulateur de construction de ponts ultime. Mais ce n'est pas encore le cas avec Bridge Project. Ensuite, deuxième type de mots utilisés, ce sont ceux qui ont le sens d'insulte et dont on se demande si la personne qui leur a proposé n'a pas voulu leur faire une petite blagounette. Par exemple, il y a une marque de maroquinerie et de chaussures très connue qui s'appelle Koku. Au féminin, C-O-C-U-E, pas de faute d'orthographe, prononcé Kokyu à la japonaise. Donc j'ai croisé quelquefois des dames se balader avec un sac écrit Koku dessus. Alors forcément, ça fait rire que les Français. Plus sérieusement, on va regarder Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, l'esprit d'un escroc et les États-Unis vont se faire prendre d'assaut dans Trance et Red Dawn. 3 ans après nous avoir livré le superbe 127 heures, mis en scène les cérémonies d'ouverture et de clôture des derniers JO londoniens et un détour par le théâtre pour son adaptation dérangée de Frankenstein, Danny Boyle revient avec un thriller hallucinatoire, Trance. L'histoire suit Simon, un commissaire-priseur expert dans les œuvres d'art qui s'associe avec des voleurs pour dérober un tableau d'une immense valeur lors d'une vente aux enchères. Cependant, Simon n'a pas l'intention de partager et dans la couille du braquage, il planque la toile au nez et à la barbe de ses complices. Mais il se fait vite rattraper et tombe dans les vapes lorsqu'il se prend un violent coup sur la tête par Frank, le chef du gang, pour savoir où il a caché le tableau. À son réveil, Simon est amnésique et ne se rappelle plus où se trouve sa cachette. Pour récupérer son dû, Frank engage une spécialiste de l'hypnose afin de farfouiller la mémoire de Simon. Interprété par James McAvoy, Vincent Cassel et Rosario Dawson, Trance semble être le terreau adéquat pour un expérimentateur visuel tel que Danny Boyle. Vu la qualité assez incroyable de pratiquement toute la filmographie du réalisateur de Sunshine, c'est forcément avec une grosse impatience que l'on attend Trance, prévu pour le 8 mai 2013. 5% of the population can be described as extremely suggestible. What can you make them do? Anything. Simon, close your eyes. I want you to follow my voice. I like your voice. And imagine you're in a place where you feel secure, in control, and you feel so comfortable, so relaxed. All your problems Where is the painting? I don't remember. seem so far away and so long ago. I remember that day.
What we are is the sum of everything we've ever done, which is constantly being revised and remembered. I know what you were going to do to me. She put that memory there. It's not real. The plan was simple. Hypnotize the guy. You bring me back the painting. Was I hypnotized? He's afraid that once he's remembered, you'll kill him. Red Dawn fait partie des films ayant souffert lors de la faillite de la MGM. Resté dans les tiroirs pendant pas loin de 2 ans, le film est toutefois sorti à peu près partout dans le monde entre la fin de l'année dernière et début 2013, excepté en France. Red Dawn se déroule aux États-Unis alors que le pays de l'oncle Sam subit une invasion par l'armée nord-coréenne. Alors que la nation est prise d'assaut, les Wolverines, un groupe de résistants, s'organisent pour reprendre le contrôle et éliminer ses envahisseurs. Si ce pitch vous rappelle celui du jeu vidéo Homefront, c'est normal, car le jeu de Chaos Studio était écrit par John Milius, qui avait plus ou moins remaké son film L'Aube Rouge datant de 84, soit en pleine guerre froide, en transposant l'action de nos jours et en remplaçant les grands méchants russes par la plus forte menace actuelle, les Nord-Coréens. Si on peut penser que Red Dawn est un plagiat de Homefront, ce serait une erreur, car la production du film a été lancée avant l'officialisation du jeu édité par THQ. Et si la ressemblance entre les histoires est si flagrante, c'est parce que Red Dawn est le remake officiel de L'Aube Rouge de John Milius, là où Homefront en était un officieux lui-même écrit par Milius. Tout se recoupe. On retrouvera au cast Chris Hemsworth, Josh Pecken, Adrian Palicci, Josh Hutcherson, Isabelle Lucas et Jeffrey Dean Morgan, et le film est réalisé par Dan Bradley. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal, car il a principalement officié en tant que réalisateur de seconde équipe sur quelques grosses prods comme Spider-Man 3, Superman Returns, Quantum of Solace, Indy 4 ou Jason Bourne Héritage, et il signe avec Red Dawn son premier long métrage. Le film est déjà sorti à l'étranger, mais n'a pas vraiment réussi à soulever les foules, ni même à attirer les louanges de la critique. Malheureusement, on ne sait toujours pas quand on pourra se faire son avis, puisque Red Dawn n'est toujours pas programmé pour une sortie française. Ça sent gros comme une maison la sortie directement en vidéo. You're in the Air Force, right? Marines, actually. How long are you here for? A few weeks. 30 seconds left. Just get us in field goal range. 22! The blackout may run along the entire northwest corridor. What's going on? Get to the cabin. You take care of your brother, you hear me? Now go now, go. Why you still can? Let's go. If you're seeing this broadcast, you are in a part of the country no longer controlled by the government of the United States. Boys, I love you both, but I want you to do what I would do. Kill this piece of... They mess with the wrong family. How did this happen? There's a new class of weapon. Everything went offline and never came back. They wipe us out, including U.S. Central Command. What am I supposed to do? I'm gonna fight. Anybody who wants to join is welcome to it. We'll hit them on our terms. We're the Wolverines, and we create chaos. We need to steal that weapon. It'd be the foothold we need and take our homes back. I can't. Yes, you can. Relax. And squeeze. We inherited our freedom. Now it's up to all of us to fight for it. For them, this is just some place. For us, this is our home. If you are
just tuning in, we are going to breaking news out of Washington. Pour finir, voici le premier teaser de White House Down, le nouveau film de Roland Emmerich, qui sortira l'automne prochain. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus en détail dans un prochain Money Shot. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. The situation has changed completely. What the hell is happening? Move, move, move! Somebody tell me something! Tell me how much time I have. Si ça vous dit de vous acheter un article de Cocu, allez faire un tour sur leur site www.world.co.jp/cocu et vous verrez que je vous ai pas menti. Et enfin, un de mes préférés, parce que c'est une phrase, il y a une recherche plus élaborée, il y a un message qui va être transmis, c'est une phrase qu'on pouvait lire sur des sortes de plateaux de rangement en bois que j'ai vu dans un Sang & Shop. Vivre sa vie, chatouiller quelqu'un à l'endroit sensible. Non, c'est pas une blague. Alors, petit détail, hein, quelqu'un écrire un abrégé QN et à l'endroit sensible sans accent sur le A, mais bon, c'est difficile de faire les accents sur un clavier japonais, on peut leur pardonner. Mais essayons de comprendre le rapport entre des plateaux en bois et le slogan « Vivre sa vie, chatouiller quelqu'un à l'endroit sensible ». Vivre sa vie, alors effectivement, les plateaux, ce sont des outils quotidiens, des outils domestiques qu'on utilise dans la vie de tous les jours, ok. Chatouiller quelqu'un à l'endroit sensible, la seule explication que j'ai, c'est que la personne qui a écrit ça savait qu'elle allait être la seule à comprendre, donc elle s'est amusée, j'en vois pas d'autres. Si vous avez des théories, en attendant, on regarde un des 6 sur le jeu de rôle Nephilim. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Il y a 20 ans déjà sortait Nephilim, un jeu de rôle édité par Multisim à l'ambiance unique. Nephilim ne mettait pas en scène des chevaliers et des dragons ou de quelconques Space Marines. Non, on était dans le domaine du symbolisme et de l'alchimie, de l'histoire invisible du monde et de l'occultisme. Pour fêter dignement le 20e anniversaire du jeu, Nephilim est de retour dans une 4e édition, publiée par Edge Entertainment et les éditions Nemos. L'histoire de la Terre n'est pas celle que l'on croit. Dans les méandres du temps, bien des connaissances ésotériques furent perdues. Traversant les époques, les Néphilim parcourent le sentier qui les mènera à l'état de grâce, l'Agartha. Ils ont l'air humains, mais ne le sont pas, car les Néphilim sont des êtres élémentaires, des créatures de pure magie nées des 5 éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre et la lune. Au commencement des temps, la Terre était dominée par les Sauriens, adorateurs de la Lune sous son aspect le plus ténébreux, la Lune noire. C'est alors qu'apparurent les Caïms, qui affrontèrent les Sauriens et les vainquirent. Les Caïms établirent alors leur propre société, l'Atlantide. Les Caïms y prospérèrent, tout en observant le développement d'une nouvelle race, les humains, qui possédaient un élément propre, le Ka-Soleil. Certains Caïms souhaitaient éduquer les hommes, d'autres ne voyaient en eux que des esclaves. Mais l'âge d'or des Caïms toucha à sa fin lorsqu'une météorite constituée d'oricalque tomba sur l'Atlantide et causa sa destruction.
Le champ magique de la Terre fut bouleversé et les Caïms durement affectés, perdant une partie de leur pouvoir. Les humains saisirent cette opportunité pour se révolter, forgeant des armes en auricalque pour chasser leurs anciens maîtres. Pour survivre, les Caïms durent s'incarner dans des enveloppes humaines, les simulacres. Désormais, on les appellerait Néphilim. Immortels, les Néphilim sont condamnés à un cycle sans fin de réincarnation dont ils ne peuvent s'échapper qu'en suivant la voie de l'illumination qui les conduira à l'Agartha. D'autres Caïms choisirent de vénérer la lune noire en échange du salut, devenant des Sélénim, des maudits, se nourrissant du cas-soleil généré par les émotions humaines pour survivre. Les humains, de leur côté, créèrent des sociétés occultes, les arcanes mineurs, dans le but de contester aux Néphilim le savoir perdu. En retour, les Néphilim s'organisèrent en sociétés secrètes, les arcanes majeures, parfois alliées, parfois rivales dans leur quête de l'illumination. Les joueurs incarnent des Néphilim. Chaque Néphilim possède un élément dominant, appelé le Ka. Les colériques Pirim sont liés au feu, les sanguins Hydrim sont liés à l'eau, les flegmatiques Éolim sont liés à l'air, tandis que les mélancoliques Faérim sont liés à la terre. Enfin, les Onirim sont liés à la lune. Plus le Néphilim avance sur le chemin de l'Agartha, plus sa nature extra-humaine transparaît au travers de son simulacre. C'est ce que l'on appelle la métamorphose. Les Néphilim s'étant éveillés à l'époque contemporaine, ils ont déjà connu plusieurs incarnations et participé à plusieurs conflits occultes. Ces vies passées vont déterminer leurs compétences. Les Néphilim seront également adeptes de l'une des 3 sciences occultes que sont la magie, la kabbale et l'alchimie. Mais le Néphilim n'est pas qu'une entité élémentaire, c'est aussi un simulacre qui déterminera ses caractéristiques physiques. Le simulacre n'est d'ailleurs même pas nécessairement humain. Il est tout à fait possible qu'un Néphilim s'incarne dans un chien, par exemple. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il va la décrire à son meneur de jeu. Le meneur de jeu va déterminer quelle caractéristique est la plus appropriée à cette action. Il existe 5 caractéristiques graduées de 1 à 25, puissance, agilité, vigueur, intellect et présence. La valeur de la caractéristique va ensuite être multipliée par 1, 2, 3 ou 4 selon la difficulté. Plus l'action est facile, plus le modificateur est grand. Le résultat de la multiplication donne le seuil de réussite de l'action. Le joueur lance ensuite un dé 100 et s'il obtient un résultat inférieur ou égal au seuil, l'action est réussie. Pour reprendre mon exemple habituel, imaginons qu'un Néphilim veuille escalader un mur. Il possède 16 en agilité. Le meneur estime qu'il s'agit d'une action normale, donc un multiplicateur de 2. Le seuil de réussite du jet est donc 16 x 2, donc 32. Le joueur doit donc faire 32 ou moins sur son dé 100. Voilà en gros le principe de base du jeu. Cette 4e édition de Néphilim est un bien bel objet, superbement illustré et mis en page. L'univers occulte du jeu reste toujours aussi intrigant et mystérieux 20 ans après la première édition. On ne peut qu'apprécier les efforts réalisés pour rendre cette nouvelle édition plus simple à jouer. Malheureusement, Néphilim 4 n'est pas exempt de défauts. L'un des principaux soucis vient du fait que les règles sont vraiment dispersées tout au long du livre. Alors ça part probablement d'un bon sentiment qui consiste à mélanger ensemble le fond, la forme et les règles, mais du coup on est sans arrêt à la recherche d'informations un peu partout. En fait, le vrai souci, c'est que l'édition collector du jeu était découpée sous forme de livrets, un pour chaque élément. Comme ça, chaque joueur a son propre livret contenant les règles qu'il concerne et tout va bien. Sauf que l'édition normale est sous forme d'un simple livre, regroupant les différents livrets en un, mais garde la même répartition des textes. Dommage. Malgré ce bémol, Néphilim 4 n'en reste pas moins une édition de grande qualité pour un jeu qui aura marqué son époque et méritait bien la chance de réclamer sa place au Cas-Soleil. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. Un jour, un ami japonais m'a demandé de l'aide pour trouver un nom français justement. C'était pour une alliance créée par une amie à lui. L'idée c'était d'avoir un mot en français qui signifie Saiko no Yobiwa, la bague ultime, avec les mots premier et vague parce qu'elle ressemblait à une vague, sans vraiment plus de précision, sans contexte. Donc si c'est comme ça que les noms de marques ou les slogans en français sont créés, on peut comprendre pourquoi on se retrouve avec des choses qui veulent pas dire grand chose. Voilà, 100% c'est fini pour aujourd'hui, et si le Framponnet vous amuse, je vous rappelle que Prof Florent a déjà sorti 2 volumes de sa fameuse anthologie du Framponnet. Merci Florent. Allez, à très bientôt.